C'est une œuvre intrigante dont je veux vous parler. Elle est située quelque part entre le roman graphique et le storyboard, mais on peine à l'identifier clairement. Vie ou théâtre est signée par Charlotte Salomon. Cette artiste juive allemande a réalisé là une œuvre autobiographique à l'expérience sensorielle totale. Plus de 1000 dessins, gouaches, aquarelles racontent l'histoire de sa vie, accompagnée de textes rédigés sur du papier calque qui recouvrent par transparence ses compositions. Le tout en suggérant parfois des pièces musicales dont la mélodie est censée soutenir la contemplation picturale. Mais qui était Charlotte Salomon ? Elle naît à Berlin en 1917 dans une famille de la bourgeoisie juive allemande. Son père est médecin et professeur à l'université. À l'âge de 8 ans, Charlotte perd sa mère. On fait croire à l'enfant qu'une grippe l'a emportée, mais elle apprendra plus tard qu'en réalité, sa mère, Franziska Grünwald, s'est suicidée. Tout comme quelques années auparavant la jeune sœur de sa mère, Charlotte Grünwald, dont elle a hérité du prénom. L'arrivée au pouvoir d'Hitler et les premières mesures d'exclusion des Juifs de la société allemande empêchent Charlotte de poursuivre sa scolarité. Elle développe alors son talent artistique et parvient en 1936 à décrocher une place à la prestigieuse Académie des Arts de Berlin, malgré le quota limitant l'accès aux personnes juives. Le père de Charlotte, Albert Salomon, est arrêté lors du pogrom de la Nuit de Cristal. Il est libéré du camp de Sachsenhausen grâce aux démarches de sa femme, Paula Lindbergh, une célèbre cantatrice lyrique épousée en secondes noces. La violence déchaînée durant ces mois d'internement convainc les Salomon de quitter l'Allemagne. Charlotte rejoint alors ses grands-parents maternels, réfugiés dans le sud de la France. Mais quelques mois seulement après son arrivée, sa grand-mère se donne la mort à son tour en se défenestrant. C'est durant cette période, entre 1941 et 1942, que Charlotte Salomon réalise son œuvre magistrale. Convaincue par son grand-père qu'un mal profond hante les femmes de sa famille et les pousse une à une au suicide, Charlotte décide de conjurer le destin familial en s'adonnant à une entreprise insensée, colossale, revigorante. Elle mobilise tout son talent, rassemble toutes ses forces pour élaborer ce récit imagé de sa vie. Les souvenirs se reconstruisent, les impressions se figent, tout prend forme et la vie jaillit sur ces toiles qui se démultiplient. Rouge, jaune, bleu, les couleurs sont éclatantes. Les symphonies choisies hurlent son besoin de s'arrimer à la vie. À travers une remarquable mise en abîme, Charlotte Salomon se peint en train d'esquisser l'œuvre de sa vie. Comme si cette distance prise avec elle-même était la condition et le moteur du souffle qui l'anime. D'où le titre, sous forme de question qu'elle donne à sa création. Vie ou théâtre ? Sommes-nous plongés dans la vie ou dans sa représentation ? Charlotte Salomon est arrêtée très peu de temps après avoir achevé son œuvre, en septembre 1943. Elle est déportée avec l'homme qu'elle venait juste d'épouser, Alexandre Nagler, un réfugié juif autrichien. Aucun d'eux ne revient. Charlotte, enceinte, est immédiatement assassinée. Deux œuvres intéressantes mais inégales viennent tout juste de lui être consacrées. La première est un film d'animation réalisé par Éric Varin et Tahir Rana. Marion Cotillard prête sa voix au personnage principal. La seconde est une bande dessinée, signée Ilaria Ferramosca et illustrée par Gianmarco De Francisco, parue aux éditions du Nouveau Monde. Film d'animation et bande dessinée, soit deux médiums privilégiés pour transmettre l'histoire de celle qui s'est racontée en images. À l'écran, naissent sous nos yeux, touche après touche, les peintures les plus connues de Charlotte Salomon, tandis que le trait de l'illustrateur italien s'efforce d'épouser son style et d'adopter sa gamme chromatique. On retrouve par exemple le fameux trait bleu, intense et fort, qui marque le contour des personnages de l'artiste. Le dessinateur démultiplie également les protagonistes, comme le faisait Charlotte Salomon, pour dynamiser ses tableaux et renforcer la convocation de ses souvenirs aériens. Le film, comme la bande dessinée, s'adresse à des enfants d'une douzaine d'années. Dans les deux cas, le discours est relativement adapté au public jeunesse. Il ne s'agit ni de traumatiser, ni d'édulcorer, mais de raconter une histoire en maintenant la dimension tragique à la fois présente mais hors champ.
Le film réussit particulièrement bien à suggérer la violence sans la montrer, à l'exception d'une ou deux scènes dont la brutalité semble un peu trop explicite pour de jeunes enfants. En outre, les deux œuvres abordent avec intelligence, bien que différemment, l'affaire liée au grand-père. Dans ses lettres, Charlotte laisse entendre qu'il l'aurait agressée sexuellement à maintes reprises et qu'elle aurait fini par l'empoisonner. Le film déplace la question des violences sexuelles en dépeignant le grand-père comme un homme rêche, abusif, verbalement maltraitant, et réussit le tour de force de nous faire éprouver malgré tout de l'empathie pour cet homme face à la désolation qui s'abat sur lui. Quant à l'empoisonnement supposé, il est fortement suggéré sans qu'il n'apparaisse réellement à l'écran. Toutefois, un point non sans importance mérite d'être relevé. Si les intentions des auteurs de la bande dessinée sont louables, à n'en pas douter, la mise en scène des dernières pages pose question. Sans parler de la non-conformité de la représentation de la déportation et du camp d'Auschwitz, l'assassinat de Charlotte Salomon bascule dans une scénographie onirique qui dérange. En voulant faire référence à son œuvre, La jeune fille et la mort, l'illustrateur gomme la dimension criminelle de sa mort et la place dans une forme d'attente, de désir même de cette mort qui la happe et l'emporte. Comme si cette disparition répondait enfin à son aspiration profonde et qu'en somme, Auschwitz l'a sauvée de son propre suicide. Cette interprétation plus que maladroite, obscène, ne surgit pas ici pour la première fois. Elle apparaît dès la découverte de l'œuvre de l'artiste dans les années 1960, après que le père de Charlotte et sa femme en aient pris connaissance, les récupéré et sous les conseils d'Otto Frank, le père d'une autre jeune autobiographe, les fait connaître au monde. Nous sommes en 1963. Un journaliste demande à Albert Salomon s'il pense que la mort de sa fille, assassinée 20 ans auparavant, était inéluctable. Derrière cette insistance se tapit là encore l'effacement sourd du crime et la volonté tautologique de faire de Charlotte un spectre parmi les vivants. Sie heute etwas Schicksalhaftes in Lottes Tod. Ich meine, wäre sie auch ohne diese fürchterliche Zeit dem Untergang geweiht gewesen? Sicherlich nicht. Sie wäre sicher eine talentierte Künstlerin geworden. Sie hat das Leben geliebt? Sie hat das Leben sehr geliebt und hat es immer wieder von Neuem entdeckt. Aber man hat das Gefühl bei diesen 1000 Groschen, dass sie wusste, wie wenig Zeit ihr blieb und dass alles nun endlich erhascht gemacht war. Das ist eben das ungeheuer Tragische an der Sache, dass daraus hervorgeht, wie nah sie den Tod gesehen hatte. À cela, il nous faut assurément répondre, avec Albert et Paula, que seule l'entreprise de destruction nazie ôta la vie de Charlotte Salomon. Si la mort lui était certes familière après la perte de tant de ses proches, elle passa 18 mois de sa vie à lui faire front, insolemment, en se cachant des bourreaux d'abord, puis en utilisant son art pour explorer avec frénésie la richesse colorée et tonitruante de ses 26 ans de vie. À travers ce récit imagé d'elle-même, Charlotte Salomon a foudroyé les oracles ténébreux et s'est montrée telle qu'elle voulait qu'on la voie, impétueuse, incandescente et farouchement déterminée.